Bonsoir, aujourd'hui nous recevons Mohamed Katabi. Bonsoir. Voilà, vous êtes le recteur de la mosquée Aïcha. Soyez le bienvenu. Donc nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous faisons toutes les semaines depuis 6 ans et qui paraissent le mardi sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Voilà, donc on ne va pas évoquer votre affaire en instruction avec la fille de votre ex-compagne, parce que bon, c'est toujours en instruction. Donc sinon, pour vous présenter, vous êtes d'origine marocaine, vous êtes canadien, vous avez fait des études en maths informatique au Canada, vous êtes passé par Rotterdam, Tourcoing, Nîmes, Cannes, Cannes, avant Nîmes, Cannes, Cannes, oui, Cannes. Ensuite, vous avez été recruté par M. Tahiri, là, qui est le recteur de la mosquée de la Paillade, Averroès. Averroès. Bon, il y a eu un conflit sur les quêtes. Et vous avez décidé de créer votre mosquée il y a 10 ans à peu près. Donc vous avez créé une mosquée qui s'appelle Aïcha, qui est rue de la Jeune Parc. Et tous les vendredis, vous accueillez entre 800 et 1000 personnes. Voilà, pour rappel, la mosquée du Petit Par est plutôt liée à l'Algérie, celle de la Paillade au Maroc. Et vous dites que vous avez créé une mosquée qui est indépendante et française. Oui, c'est notre volonté. Donc vous êtes apprécié par les jeunes parce que vous parlez un langage qu'ils comprennent. Vous êtes ambitieux et soucieux, vous êtes constaté, car vous vous exprimez sur l'actualité, vous donnez des points de vue, et c'est ce qui amène parfois des problèmes. Pas toujours quand on s'exprime, de la parole, il y a un risque. C'est-à-dire, il faut connaître le cadre, il faut connaître les limites. Et ce n'est pas facile de dire ce qu'il faut dire tout en observant les limites et les frontières. Parfois, il y a des débordements que certaines personnes ne peuvent pas apprécier ou n'apprécieront pas. Pour moi, personnellement, quand je parle et je m'exprime, je crois que j'ai un franc-parler. Je n'aime pas dribbler, je n'aime pas faire des tournures. Je préfère aller droit dans le but et parler, exprimer la position de ce que je crois. Bien sûr, ce que je crois. Je tiens à le dire et à le souligner. Mes positions, ce sont mes convictions et non les convictions d'autrui. D'accord. Donc on vous remercie d'avoir répondu favorablement à votre invitation, car votre parole est rare dans les médias à Montpellier. Effectivement, je peux dire que au début, quand j'ai connu les médias, pour être plus précis, en venant vers le sud, en s'installant exactement à Nîmes, puis quand j'ai déménagé à Montpellier, puis à la mosquée Averroès, c'est là où je suis rentré dans le premier contact avec les médias. Dans le Nord, peu de publications médiatiques. Quand j'étais à Tourcoing ou à École-d'Amel, quand j'ai fait le passage à Cannes, je ne connaissais pas les journaux. Mais en arrivant, on dirait que le Sud, il est politisé. Il y a plus de médias présents que dans le Nord. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais mes premiers contacts avec les médias, ce qu'on appelle les mass médias, les journaux, la télévision, ça s'est passé ici dans le Sud. Voilà. Donc, personnellement, je peux dire, si je veux faire un bilan de mes relations avec les médias, que ce soit les quotidiens ou télévisés, je ne trouve pas que les médias ils étaient favorables à mon égard. Donc, j'ai développé une certaine sensibilité. Donc, avant de vous poser quelques questions, on va revenir sur la une du prochain numéro de La Glorieuse, le 1020, et on revient sur le financement du COM juridiquement à l'Ouest. Alors, sur le très curieux Maître Baudat, avocat usager parisien qui est à l'origine des péripéties de M. Delafosse. Voilà, on revient aussi sur les voies d'eau dans la culture municipale. L'opéra La Peine tire la langue. Cette semaine, une semaine capitale et de convergence de lutte, de manifestations samedi à Montpellier. Et un petit coup de gueule écologique sur la charte de l'arbre signée mais bafouée. Il y a des palmiers dans le boulevard du Jeu de Paume. Des vis ont été plantées dedans. Il y a un palmier qui fait triste mine, qui risque de tomber sur les caténaires. Voilà, donc un petit sujet écologique pour la défense de l'écologie.
Donc, Mohamed Katabi, vous êtes un des imams actifs de Montpellier, notamment chez les jeunes. Quel est le sujet aujourd'hui important chez les jeunes musulmans à Montpellier? Quel avenir peuvent-ils construire en France? C'est un souci. Je connais des jeunes qui ont immigré en Angleterre, d'autres qui disent est-ce qu'on a un avenir en France avec tout ce qui se dit sur l'islam, sur l'actualité? Donc il y a des craintes. C'est des craintes qui ont lieu et qui doivent être soulevées avec tous les débats qui se posent sur la religion musulmane. Et ces jeunes, ils s'identifient à travers la République, c'est sûr et certain, mais ils s'identifient aussi à travers des valeurs qu'ils ont, qui est la religion, comme n'importe quel citoyen peut s'identifier à la République, et s'identifie aussi à ses origines chrétiennes, juives ou athées, ou peu importe. Donc je présume que la jeunesse musulmane, il y a des interpellations et ils se posent des questions. Vous avez parlé des problèmes par rapport à la religion musulmane. Quel genre de problème? Le problème avec la religion musulmane, c'est pas que la religion pose problème. L'islam ne pose pas problème. Ce qui pose problème, c'est que comment on le regarde, comment on le représente, comment on en parle. Et ça cause problème. C'est qu'il y a beaucoup de choses que je trouve que dans la société, pas que la France, en Occident en général, je trouve que beaucoup de sujets sont soulevés autour de l'islam, mais sont mal comprises. J'ai toujours dit l'islam est une religion mal comprise. D'accord. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux la comprendre? Simple, faire simple. Dans la politique, il y a de la spéculation. Dans la politique, il y a un fonds de commerce. Dans la politique, il y a l'électorat. Et parfois, tous ces calculs peuvent nuire à quelque chose qui est simple. On peut dire quelque chose de simple, mais l'autre en face, pour X raisons, il peut la modifier, il peut la manipuler, il peut la retourner autrement. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on peut retourner facilement, c'est la religion musulmane. Est-ce que l'islam fait tout pour qu'on le comprenne bien? Très bonne question. Merci. Oui, très bonne question, parce que de quel islam on parle? Malheureusement. Me concernant, je suis en France depuis 1995, je peux citer la date, 8 janvier 1995. Me concernant comme imam, ma présentation de l'islam au sein de la République, j'ai toujours été lucide, clair, simple. Et vous m'avez posé la question sur les médias. Et si vous retournez auprès des médias, vous allez voir que beaucoup de choses, dont la simplicité, il a été transformée autrement. Je vais donner un exemple. Une fois, j'ai dit, par rapport à, on a ce qu'on appelle dans le Coran, la Fatiha, l'ouverture du Coran, que tout musulman apprend dès l'âge d'enfance. C'est-à-dire, vous prenez un enfant de 4 ans, 5 ans, vous lui demandez de réciter la Fatiha, il va la réciter. C'est l'ouverture du Coran. C'est comme une préface à l'introduction de la parole de Dieu, qui est le Coran. Tout le monde la connaît. Et quand je dis que certains joueurs, ils connaissent l'hymne de leur pays et ne connaissent pas la Fatiha, ce n'est pas digne. Ils l'ont transformé. Comme quoi, je mets le Coran avant l'hymne national. Ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Je voulais dire que la Fatiha, ça s'apprend à 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que l'islam fait tout pour qu'on le... Je reviens à cela. Ah d'accord. Je reviens à cela. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une certaine facilité à nous laisser présenter l'islam. Il y a toujours une volonté de déformer ce qu'on est en train de dire. C'est comme si maintenant je veux faire un exposé sur un sujet, il faut me donner le temps que j'expose le sujet d'une façon objective et que je puisse... Aujourd'hui, je crois qu'à n'importe quelle phrase qu'on va dire, il faut qu'il y ait une autocensure, qu'on a peur de récupérer ce qu'on dit et le transformer. Donc on essaye d'exposer l'islam d'une façon simple, audible, comme je viens de le dire. Mais l'autre côté, et je ne peux pas généraliser, il y a toujours de la récupération pour détourner. Et au lieu de laisser les gens écouter l'islam, c'est quoi? Par les imams, parce qu'on est les mieux placés pour parler de l'islam. On est les mieux placés parce que l'islam, c'est la mosquée. Et qui sont dans les mosquées? C'est les imams. Il y en a d'autres qui détournent et ne laissent pas les gens écouter cette voix audible qui va parler de la religion. C'est si simple que ça. C'est-à-dire, on va créer du bruit pour ne pas comprendre.
Ok. Donc on va parler de de la mosquée Aïcha, là, du projet Aïcha. Donc vous êtes dans une salle qui est louée sur un terrain de 3000 mètres que vous avez acheté. Vous avez un projet aujourd'hui, Oui, on peut dire ça comme ça. oui. Est-ce que vous avez déposé un permis? Pas encore. L'architecte n'a pas encore déposé. Il travaille sur le dossier. À mes dernières informations, il est sur la finalisation et normalement, ça doit être déposé. Et combien il y a de fidèles musulmans à Montpellier? Des statistiques fiables, je peux pas vous dire. Hein. Comme ça, là, au doigt mouillé. Oh, 50 000, Combien pratiques? on va dire 5%, 10%. D'accord. Et votre projet, Je c'est... parle pratique régulière. Ah ouais. Si on regarde pratique occasionnelle, comme les Eid, les fêtes et tout ça, le nombre peut dépasser les 10%. D'accord. C'est quoi votre projet, là? C'est une mosquée, un centre islamique, une madrasa? C'est un centre qui répond, il est ambitieux, il répond aux besoins de la communauté. Et bien sûr, quand on dit il répond aux besoins de la communauté, dans ce qui est possible à réaliser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de lois qui s'installent et qui encadrent de plus en plus l'activité des mosquées. Les dernières réformes qui ont été faites, la loi 1905, la loi 1901 ou je crois la loi 1907, il y a différentes lois et donc les mosquées doivent plutôt se décider à être dans la loi 1905, c'est-à-dire c'est des lieux de culte de pratique 1905. Par contre, aujourd'hui, avant ces lois, les mosquées peuvent enseigner, ils peuvent éduquer, ils peuvent donner comme du catéchisme. Et tout ça, je crois qu'il est sur la voie d'être encadré autrement. Et donc, on aimerait bien faire un centre qui répond aux besoins de la communauté, tout en respectant le regard vers la loi, ce qui est permis. Vous êtes déjà allé à la Mecque? Oui, 4 fois. D'accord. Donc vous exprimez sur l'actualité, ce qui vous amène quelques problèmes, on peut dire ça comme ça. Ce qui vous a amené, peut-être pas aujourd'hui. On parle de quelle actualité là? Un exemple d'actualité. La semaine dernière, le Parlement européen il a voté l'usage des insectes, comme dans les farines. Les gens m'interpellent comme imam, comme un musulman pratiquant qui a des études. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle va dire la religion sur manger des insectes? Si maintenant j'exprime ma position, je vais dire niet, pas d'insectes. Est-ce que vous croyez que ça va plaire au lobby que derrière la production de la farine des insectes? Ça, c'est un exemple parmi les exemples. Parfois, la religion musulmane se positionne sur des sujets comme l'abattage. On va parler de l'abattage des animaux. Pour nous, une bête qui est licite à manger, c'est une bête qui est égorgée. Alors, on sait qu'il y a l'électronarcose, il y a aussi le pistolet, il y a le massue, ou la massue, je ne sais pas si féminin ou masculin. Et je me positionne comme quoi je dis aux musulmans, voilà, c'est pour ça qu'on voit des boucheries halal. C'est des gens, voilà. Donc, ce sont des positions de telles dans laquelle je vais m'exprimer et que ça va déplaire. Ça va déplaire à certaines personnes de quoi ils se mêlent. Je peux citer aussi le sujet des échéances électorales. Il est très important pour moi que le musulman, il vit dans un pays, il est citoyen de ce pays et qu'il participe dans la prise des décisions de ce pays. C'est très important. Et donc, je vais inciter, que ce soit les vieux que les jeunes, qui ont la nationalité, porteurs de nationalité française, de participer pas seulement à voter, mais aussi faire partie des listes et faire partie des élus, être ambitieux. Est-ce que vous parlez, excusez-moi, est-ce que vous parlez des problèmes en Iran? Non. Non, aujourd'hui, je suis interdit de parler. Je ne prêche pas aujourd'hui. Vous êtes interdit de parler? Oui, dans le cadre de la mosquée. La mosquée, je ne peux pas prêcher. Ah, vous prêchez pas aujourd'hui? Non, non, aujourd'hui, je ne prêche pas. Vous allez reprêcher quand? La fin de l'instruction, qu'est-ce qu'elle va donner? Mais est-ce que vous pourriez parler des problèmes en Iran? Je peux parler de tous les problèmes du moment que ça impacte ma communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Iran, ça impacte les musulmans? J'en ai peu entendu parler. On dirait qu'il y a une certaine indifférence. Vu le problème de l'Ukraine, la Russie, beaucoup de problèmes. Et on dirait que l'Iran est resté pour certains musulmans très lointain. C'est curieux parce que les disciples de Khomeini, là, ils ignorent un petit peu la justice civile et condamnent à la pendaison ceux qui veulent plus de liberté.
malheureusement. C'est une façon d'oppresser. Quel est votre point de vue là-dessus? Je suis contre l'oppression, je suis pour la liberté d'expression et je suis pour l'écoute. On doit écouter ceux qui se manifestent. Et en l'écoutant, on va savoir la légitimité au nom de ce qu'il réclame. Parce que c'est facile d'accuser quelqu'un ou une personne de lui dire « Ah ben celui-là c'est un traître, il est relié à l'extérieur ». C'est facile. Quand on veut accuser, il faut ramener des preuves comme quoi c'est un complot. Quel est votre regard là, sur le fait que en Iran, les femmes veulent enlever le voile, alors que dans certains pays, elles veulent le voile comme signe d'inclusion un petit peu religieuse, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais bon, c'est vu un peu comme ça, quoi. Oui, si les femmes là-bas veulent le retirer, c'est qu'il y a des raisons. Peut-être que ces femmes, on ne leur a pas donné assez de temps pour comprendre ce que ça représente le voile dans une religion. Peut-être qu'on l'a imposé par force. L'être humain n'aime pas la contrainte. Aucun être humain aime être contrarié à pratiquer quelque chose ou à faire quelque chose. Et si, que ce soit la prière ou... Pardon. Que ce soit la prière, que ce soit le voile, je crois que toute pratique doit passer par la conviction. Pardon. Ça doit passer par la conviction et non la matraque ou la force. Parce que bon, l'émancipation des peuples, ce qui s'est passé il y a 10 ans en Tunisie, en Égypte, ça a été aussi un peu contre la liberté. Vous voulez parler du printemps arabe? Oui. Quel est votre regard là-dessus? Ma position n'a pas changé, parce qu'à l'époque du printemps arabe, j'étais imam à la mosquée d'Averroès. Et tout musulman qui sait, ou plutôt, oublions musulman, tout citoyen qui sait qu'est-ce qui se passe au niveau des libertés et du droit dans ce monde, à part quelques pays, c'est différent d'un pays à un autre, il regarde le fait que les peuples se soulèvent, il regarde d'un œil positif. Mais je me rappelle d'une phrase que j'ai dit dans un sermon. J'étais à la Payade. Cette phrase, c'est « On connaît le début, mais on ne sait pas comment ça va finir ». Et le printemps arabe, quand il a commencé, il n'a pas été encadré, il n'a pas été structuré, il n'y avait pas de meneur, il n'y avait pas quelque chose de clair, c'était, on va dire, c'est un ras-le-bol de la population. Donc il n'y avait pas une idéologie claire derrière. Et c'est pour ça que je vois qu'il a avorté. Et toute chose qu'il est mal fondée dans son départ et dans son travail et dans son action, dans ses faits, ne peut pas aller loin. Et ça, je ne dis pas que je l'ai senti venir, mais je me suis posé la question, comment il va venir? Et même j'ai dit une phrase, je dis, je crains que ce printemps arabe finira par un hiver arabe. Je me rappelle de cette phrase que j'ai bien soulignée, ça finira. Parce que j'ai vu qu'il y a une certaine anarchie dans le soulèvement. Et c'est pas comme ça que les changements peuvent venir. Les changements, c'est l'échange, la discussion, et il faut que ceux qui sont dans le pouvoir prêtent oreille, écoutent. Qu'est-ce qu'ils réclament les peuples, qu'est-ce qu'ils veulent. Il y a des choses qui sont réalisables, c'est comme un peu les manifestations. Il y a des choses que l'État peut répondre aux besoins. Il dit oui, ça, je peux répondre, je peux donner satisfaction. Et d'autres raisons pour lesquelles les gens vont se manifester, l'État peut dire mais ça, il m'est impossible de répondre à vos besoins. Pourquoi votre mosquée, Aïcha, n'ouvre pas ses portes aux politiques? Jusqu'à présent, on n'a pas été sollicité pour cela. Et on a voulu, au départ, être loin de tout tiraillement politique, gauche, droite, centre. On a voulu rester loin et garder un esprit religieux, spirituel à ce lieu-là. Parce que le débat politique, il ramène la polémique. Et on a voulu rester loin de ce débat politique. Donc la mosquée n'est ni de droite ni de gauche? Non, aucun. Est-ce que les jeunes musulmans s'intéressent à la politique? Certains, mais pas tous. Comme je vous ai dit, il y a... C'est comme ceux qui pratiquent, 5%?
Exactement, la même chose. La preuve, vous la voyez dans l'électorat. Si on dit que, par exemple, sur musulmans, pardon, sur la communauté musulmane présente sur Montpellier, il y a on peut dire il y a un électorat, il faut regarder les résultats, les chiffres de ceux qui votent parmi les musulmans. Et vous allez voir, c'est une minorité. Donc il y a un désintéressement de la jeunesse envers la politique. Pourquoi? Je présume peut-être qu'ils n'ont pas confiance dans la politique. Je présume qu'ils craignent la politique. Peut-être qu'ils ne croient pas dans la politique. Il faut leur poser la question. Il faut faire une étude sur pourquoi la jeunesse musulmane ne va pas voter, ne participe pas. Vos relations avec le maire, Michael Delafosse? On ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais échangé. Donc je ne peux... Vous connaissez pas? Non. L'ancien maire? L'ancien maire? Sorel, oui. L'ancien maire, je l'ai connu depuis le début de la mosquée de la Paillade à Verrouès. Il y avait Fraîche, puis il y avait Mondreau, puis il y avait Sorel. Donc il y avait un mouvement politique au sein de la mosquée. Donc je connais pas mal d'élus. Comment considérez-vous le comportement du maire qui a refusé une colistière voilée? Vous parlez de Montpellier? Oui. Bah, c'est sa position. Et il a le droit de s'exprimer comme quoi il ne veut pas de telle personne dans son équipe. Il a dit qu'il ne voulait pas une femme voilée. C'est son droit. On parle parfois des relations sombres entre les mosquées et l'argent. On a pu lire que vous avez accumulé un trésor de guerre d'1 million d'euros. On a acheté un local à 1 200 000 euros. Voilà. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer les rumeurs qui disent que les quêtes sont réinvesties dans des projets d'entrepôt et de garage à Nîmes ou à Marseille? Non, pas du tout. On a la transparence totale et je peux avancer une chose, et c'est vérifiable. On est une mosquée. Chaque du vendredi, il y a un procès verbal adressé, qui est dressé et signé par 3 personnes du conseil de l'administration. Et affiché à la communauté. On ne cache rien. Que pensez-vous de la mosquée du Plan Cabane qui a été rénovée complètement? Bonne nouvelle. Je crois que dans le secteur du Plan Cabane, il y a un manque d'une mosquée. Et elle va répondre à un certain besoin. Surtout la journée, il y a beaucoup de commerçants, beaucoup de restaurants, beaucoup de cafés, beaucoup d'artisans. Dans le coin, ils avaient besoin de ce lieu. Et d'ailleurs, pour souligner, c'est la plus ancienne mosquée sur Montpellier. Donc je crois que ce serait une bonne chose de la revoir ouverte encore une fois. Que pensez-vous de l'imam Ikoussen, expulsé de Belgique? Vous le connaissiez? Ah oui, j'ai commencé à Ekoda, et donc je connais la famille Ikoussen entière. Et je l'ai connu, puis quand j'ai quitté le Nord, j'ai perdu contact avec lui. Vous l'avez reçu à Non, Montpellier? jamais. Depuis que j'ai quitté le Nord, donc je suis arrivé à Nîmes, on ne s'est jamais rencontrés. Je sais qu'il est arrivé plusieurs fois sur Montpellier ou sur Nîmes pour faire des conférences dans d'autres lieux, dans d'autres mosquées, mais on ne s'est jamais croisés depuis. Depuis que j'ai quitté le Nord, on ne s'est jamais croisés. Et sur l'interdiction du territoire français de Hani Ramadan, depuis 2016, suite à une conférence là sur des propos anti-femmes, là, une conférence à Nîmes, je crois. Je ne suis pas au courant, sérieusement, je ne le dis pas pour esquiver, je ne sais pas ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il a dit le frère Hani, ou le prédicateur dans cette conférence? Je ne suis pas au courant. D'accord. Quel est votre regard sur les burkinis dans les piscines grenobloises? Ça me fait rire, parce qu'il n'existe pas de burkini en islam. Je ne vois pas l'utilité. Vous avez dit dans une prêche, Aïcha, le prophète, l'a demandé en mariage à 7 ans et l'a consommé à 9 ans. Dans l'islam, ce n'est pas une question d'âge. Oui. Alors, à partir de quel âge on peut consommer les femmes, selon ce qui est écrit dans le livre? Oui, vous m'avez posé une question au départ, quand j'ai dit la religion musulmane est mal comprise. Et quand j'ai dit cela, j'étais en train de développer une série de prêches sur les épouses du prophète. Et dans cette série, je n'ai pas parlé que d'Aïcha. J'ai parlé d'une dizaine, ou plutôt 5 ou 6 pas. J'ai pas fini la série parce que
j'ai quitté la mosquée La Payade. C'est durant cette série que j'ai quitté la mosquée de La Payade. Et quand je dis que l'islam est une religion mal comprise, c'est une des choses. Quand on pose un sujet dans son contexte, comment ça se passait les mariages autrefois. Et moi, j'ai des références, des livres devant moi, quand j'ouvre, je lis, et des livres qui sont authentiques, authentifiés par nos ancêtres dans la religion musulmane. Et je lis, voilà ce qui en est pour le mariage de notre mère, ou l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, voilà à quel âge elle l'a demandé au mariage. Je transmets l'information comme je l'ai étudiée. Et je me mets dans le contexte de l'époque. Voilà comment ça se passait. Et en aucun moment, je n'ai dit qu'aujourd'hui, on peut se marier avec une fille de 9 ans ou de 7 ans. Mais c'est là où je vous dis, il y en a qui récupèrent et qui changent les choses. C'est comme si je vous sors une princesse française qui s'est mariée à 13 ans, 14 ans. Ça existe dans l'histoire de la France. Ben, quelqu'un va prendre cette citation historique, je crois que c'est Catherine, je ne me rappelle pas de cette princesse qui s'est mariée à cet âge très jeune. Il va dire, bah tiens, l'imam Khattabi, il interpelle les filles à se marier à 13 ans, 14 ans. Il y a la citation historique, contextuelle, et là, il y a la citation dans laquelle je prends position. Voilà. Et donc, en islam, les 18 ans n'existent pas. Là, aujourd'hui, c'est ce qui se passait les 18 ans, que ce soit dans beaucoup de pays musulmans, ils ont changé la loi, que c'est à 18 ans qu'une fille se marie. Mais avant cela, si vous remontez très loin, ma mère, elle s'est mariée, je crois, 13 ans, 14 ans. Ça ne posait pas problème à l'époque. Aujourd'hui, ça pose problème. Demandez à n'importe quel musulman. Et là, sa fille de 14 ans, 15 ans, est-ce que vous pouvez accepter de marier votre fille à cet âge-là? Il va vous dire non. Donc, c'est une tradition, ou c'est une culture qui a existé un certain temps, et aujourd'hui, les choses, ils ont pris une autre tournure. Et ce que je déplore, c'est qu'on prend ces choses-là et qu'on les transpose dans notre réalité et on me fait prendre une position que je n'ai pas prise. C'est ça ce qui je déplore. D'accord. Vous savez que nous sommes un journal satirique, on aime bien les caricatures, à la glorieuse. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez des caricatures? Ben, on le dit, c'est caricature, c'est pour faire un peu l'humour. Parfois, on peut représenter... J'ai beaucoup suivi... il est de Montpellier, comment il s'appelle? Il fait beaucoup de caricatures. Il est très connu. Ponéo. Pardon? Je ne sais pas comment il s'appelle. Quelqu'un qui fait beaucoup de caricatures sur les journaux. Il est très connu, très réputé. Est-ce que c'est à travers les journaux français ou sur Montpellier? J'ai beaucoup suivi ses caricatures. Je trouve qu'il fait de la belle caricature. J'arrive pas à se... Poffé, Poné... De toute façon... Renaud? Non, il y a un P. Il y a un P dans son nom. Là, je retiens plus. L'essentiel. Non, il y a des caricatures qui ont du sens, et des caricatures que ça passe, et des caricatures, c'est difficile à avaler. Il y a toujours un tabou? Bah, écoutez, moi, je ne pourrais pas, je vais aller direct au sujet, je ne peux pas me faire une caricature sur Jésus, sur Moussa, Moïse. Il m'est interdit au islam. Comme je ne peux pas brûler la Bible ou l'Évangile. Il m'est interdit, moi, dans ma religion, ces choses-là. Donc, j'ai des valeurs. J'aime la liberté. J'aimerais bien m'exprimer certaines choses sur la religion chrétienne ou juive, mais je connais les limites où je ne dois pas dépasser. Pourquoi? Parce que je vais froisser le sentiment des millions de personnes chrétiennes ou juives. Ça, c'est pour moi, dans mes valeurs, ce qu'on m'a enseigné de ma religion, on ne se moque pas des prophètes. Il y a la liberté quand même en dessus de ça, non? Qu'est-ce qu'il y a en dessus, la liberté ou la foi? On nous a appris que la liberté, ça s'arrête là où commence la liberté des autres. Je ne sais pas, est-ce que cette citation est toujours valable ou non? Moi, je me pose la question. Est-ce que c'est toujours valable ou non? Cela ne veut pas dire que ceux qui ont fait les caricatures sur notre prophète, que je vais appeler à leur mort, ou à les brûler, ou à les éliminer, comme il a été fait à Charlie Hebdo. Je ne suis pas de cette position. Vous voyez, vous ne m'avez pas posé la question, j'étais direct. J'ai compris. Vous avez soulevé caricature, j'ai compris où ça va aller. J'ai compris. Je ne suis pas bête. Et j'ai condamné ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo.
Pourquoi? Parce que quelqu'un, il commet une erreur à mon égard, mais dans son domaine, dans sa société, c'est une liberté pour lui. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est la liberté de la personne. Aujourd'hui, en Occident, comme d'ailleurs en Suède, que celui qui a brûlé le Coran, c'est la liberté de la personne. La personne peut faire ce qu'elle veut. C'est le pays le permet. Alors à moi, musulman, si je veux montrer que ça me froisse, ça me blesse, d'agir autrement et de l'exprimer autrement. Pas dans l'interpellation à la mort, pas dans la violence. Je peux l'exprimer, ça me fait du mal. C'est comme quelqu'un qui a fait le choix, ben je respecte son choix, mais je dis, moi, je ne peux pas partager son choix. Est-ce que Et ça s'arrêtera là, pas plus. est-ce que la laïcité est islamophobe? Non. La laïcité cherche à se réconforter dans un monde qui bouge et qui change. Et parfois, pour répondre plus général, et je préfère, un système il a besoin d'un ennemi, même s'il faut le créer. Et je me rappelle d'une citation de Clinton. J'étais au Canada à l'époque, en 90-91, avant la première guerre du Golfe. Il a dit une phrase, quand le mur de Berlin, 89, a disparu, il a dit, on a fini avec l'ennemi rouge. Il parle de l'Union soviétique, avec la défaite en Afghanistan. Et un journaliste lui dit, et puis après c'est qui? Il lui a dit, il nous faut toujours un ennemi, je crois que ce sera vert. C'est l'islam. C'est-à-dire, dans la politique, on est obligé de créer une opposition. Je crois que, dans ma conception philosophique de la religion musulmane, on parle beaucoup de Satan, le diable. Quelle vie aura l'être humain s'il n'y avait pas de diable? Étant donné que le diable, c'est lui qui incite à faire le mal. C'est quoi le diable en France? C'est quoi le diable? Non, je parle de la foi. Je parle de la foi. Je parle pas de. Je parle du principe. Avoir toujours en face l'antagoniste, l'opposé. Moi maintenant, vous me posez la question sur la laïcité. Est-ce qu'elle est islamophobe? Non. Elle n'est pas islamophobe. La laïcité, c'est un principe qui veut vivre et qui veut survivre. Et peut-être qu'elle voit dans l'islam une menace. C'est là où je dis que l'islam il est mal compris, comme religion. Parce qu'il y en a qui essaient de dire que l'islam est une menace pour la République. Moi, je dis non, l'islam ne pourra jamais être une menace pour la République. Et je soulève le défi. Il ne pourra jamais. Parce qu'on n'a pas de projet social, on n'a pas de projet politique. Les musulmans cherchent seulement à s'intégrer dans une société et vivre dans cette société. Et c'est ce que je vous dis, comme je l'ai dit au départ, ce sont mes convictions. Je ne vois pas dans les musulmans une menace, un danger contre la laïcité ou contre la Ve République ou contre la société occidentale. Mais on est dans ce qu'on appelle la poussée des idées. Il y en a que des femmes avec le foulard, ça les dérange. Comme moi, si je vais aller dans une plage et je vais voir une femme toute nue, ben, si ça me dérange, je prends ma voiture et je me déplace, je quitte la plage. Je ne vais pas la condamner, parce qu'elle exerce son droit. Elle a le droit de l'être. Alors si ça me dérange, je quitte. Et je l'ai dit aux musulmans, si la vie en Occident vous dérange, allez-y ailleurs. Mais ça, c'est l'opinion d'une minorité. Moi, je crois que la grande partie de la communauté musulmane, il n'y a pas à avoir crainte des musulmans. Et ça, j'en suis convaincu. Très bien, mais sur ces paroles, je vous remercie. Voilà.